La Chine semble se replier car elle réalise avoir besoin des produits américains. Ils peuvent infliger beaucoup de souffrance à leur propre population, et ils seront prêts à le faire pour gagner cette guerre commerciale avec les États-Unis. C'est une très mauvaise histoire pour la Chine où l'économie est probablement déjà en contraction. Le 7 avril, un TikToker a filmé une usine de vêtements qui avait fermé et a dit que l'industrie du vêtement est en sérieux problème. L'économie de la Chine s'effondre si rapidement que le Parti communiste chinois interdit maintenant aux entreprises de quitter la Chine. Oui, vous avez bien entendu. Apple a annoncé qu'elle déplacerait toute sa production en Inde, mais le Parti communiste chinois a déclaré qu'il ne le permettrait pas. Ça ne s'arrête même pas là. Le Parti communiste chinois réduit également les tarifs sur des centaines de produits américains. Je suppose que la Chine se rend compte qu'elle dépend plus des États-Unis que les États-Unis ne dépendent des produits chinois bon marché. Voici plus de détails. Je pense que la Chine est un peu en panique. Ce que nous voyons, c'est qu'ils n'imposent pas de tarifs sur certaines catégories de biens américains. Donc, par exemple, certains semi-conducteurs, produits chimiques industriels, produits d'aviation dont ils ont besoin, mais ils ne l'annoncent pas, ce qui donne l'impression que la Chine se plie parce qu'ils réalisent qu'ils ont besoin de produits américains qu'ils ne peuvent obtenir nulle part ailleurs. Et aussi, je pense qu'ils sont probablement en train de réaliser qu'ils ont besoin de baisser la tension. Jusqu'à présent, rhétoriquement, ils disent « Eh bien non, nous ne parlons pas aux États-Unis, mais je suis sûr qu'ils le font parce que nous parlons aux Chinois tout le temps de toutes sortes de choses. » Et penser que nous n'avons pas parlé de tarifs pendant cette guerre tarifaire est vraiment incroyable. Alors, Gordon, en restant sur ce que vous venez de dire, est-ce que la Chine recule? Parce que oui, Reuters rapporte que la Chine a réduit ses tarifs de représailles de 125% sur, vous savez, les microchips fabriqués aux États-Unis nécessaires pour les appareils électroniques, que la Chine examine une liste de plus de 130 catégories de produits fabriqués aux États-Unis qui pourraient être éligibles à des exemptions des tarifs chinois. Et comme vous l'avez dit, il s'agit aussi de vaccins, de produits chimiques et de moteurs à réaction. Alors, est-ce qu'ils reculent? Eh bien, je pense qu'ils reculent certainement, mais ils essaient de le faire d'une manière qui ne donne pas l'impression qu'ils le font. Et je pense qu'une partie de la raison est que Xi Jinping a configuré le système politique chinois de telle manière que seules les réponses les plus hostiles sont considérées comme acceptables. Et il dit au peuple chinois depuis une demi-décennie que la Chine a déjà dépassé les États-Unis. Il ne peut donc pas revenir vers eux et dire « Eh bien, nous parlons aux Américains à cause de la pression ». Cela ne fonctionne tout simplement pas, car cela sape toute sa crédibilité auprès du peuple chinois. Nous allons maintenant entrer dans les détails de quels biens exactement la Chine retire de sa liste de tarifs. Mais parlons d'abord de pourquoi ils font cela. Comme vous venez de l'entendre, c'est exactement l'œuvre de Xi Jinping. Tout ce temps, il a dit au public chinois, aux citoyens chinois, que la Chine n'a pas besoin des États-Unis. C'est pourquoi il a fait ce voyage spécial avec son Boeing spécial au Vietnam, en Malaisie et au Cambodge. Il disait aux Chinois qu'ils avaient plus que suffisamment de soutien en Asie pour résister au soi-disant harcèlement des États-Unis. Mais en réalité, aucun de ces pays n'a réellement rejoint la Chine dans la coalition anti-américaine. En fait, même la Russie n'est pas avec la Chine. Vous voyez, tous ces avions Boeing que la Chine a dit qu'elle ne voulait pas. Vous savez quoi ? L'Inde, la Malaisie et même la Russie se disent prêtes à acheter ces avions dont elles ont grand besoin. Alors, que fait le Parti communiste chinois pour riposter contre cela ? Comme d'habitude, il propage de la désinformation. En fait, aux Philippines, l'ambassade chinoise vient d'être prise en flagrant délit. L'ambassade chinoise aux Philippines aurait engagé l'agence de relations publiques Infinite Us pour embaucher des trolls locaux afin de propager de fausses informations et de la haine en ligne. Un réseau de comptes pro-China X a activement mené une campagne stratégique contre le président philippin Marcos Jr. et les efforts des Philippines dans la mer occidentale contestée des Philippines, tout en renforçant simultanément le contenu en faveur de la vice-présidente Sara Dutre. Tout cela vient de sortir hier, avec des preuves et des déclarations. Et je sais que beaucoup d'entre vous, dans les commentaires, ne nous croient pas quand nous disons que les bots du Parti communiste chinois opèrent dans des pays étrangers et ciblent toute personne qui critique le gouvernement communiste. Le Parti communiste chinois utilise des bots et des trolls pour interférer dans les démocraties du monde entier. Il faut faire beaucoup plus pour surveiller et contrer ces attaques. Et ces attaques sont la raison pour laquelle nous vous demandons si vous pouvez nous aider en cliquant sur le bouton j'aime et s'abonner ci-dessous. Cela nous aide vraiment, énormément, à contrer ces activités de bots. Maintenant, parlons de ce que les biens américains, la Chine, retirent les tarifs. De quoi ne peut-elle pas se passer ? La Chine est réputée envisager des exclusions de ses tarifs de rétorsion sur les États-Unis.
Voici les 30 principaux biens qui pourraient être exclus par valeur. Les exclusions couvriraient plus de 46 milliards d'importations et au moins 28% des importations de la Chine en provenance des États-Unis, sur la base des chiffres de 2024. N'oubliez pas, bien que 46 milliards de dollars puissent nous sembler peu, la Chine n'importe que 140 milliards de dollars des États-Unis. Donc, une grande partie vient de là. L'image montre précisément ce qu'ils exemptent. Cela inclut les turboréacteurs, les processeurs et les matériaux d'avion. Nous l'avons signalé il y a seulement 3 ou 4 jours. C'était exactement quand Xi Jinping a utilisé son avion Boeing, qui était l'avion présidentiel chinois, pour visiter le Vietnam, la Malaisie et le Cambodge, tout en annonçant en Chine que les compagnies aériennes chinoises ne peuvent plus acheter d'avions Boeing. En plus de cela, la deuxième partie de ce titre que beaucoup de gens ont négligé était le fait que Xi Jinping a également interdit beaucoup de maintenance qui était effectuée par Boeing sur les avions que les compagnies aériennes chinoises exploitaient déjà. Et nous avons dit cela, que cela ne va pas durer. C'est juste un de ces aboiements et plus fort que les actions. Parce que sans maintenance, les avions commenceront à tomber du ciel, comme cela se passe en Russie. Et c'est exactement pourquoi beaucoup de ces matériaux qui sont exemptés sont liés aux avions. Le semi-conducteur est également un matériau crucial pour l'industrie technologique en Chine. Maintenant, ce ne sont pas les semi-conducteurs de la plus haute classe que les États-Unis ou même Taïwan fabriquent, non. Ce sont les semi-conducteurs de moindre qualité. Mais même ceux-là, la Chine ne peut pas s'en passer, parce qu'ils n'ont tout simplement pas la technologie pour rivaliser. Ils ont 10 ans de retard dans leur industrie des semi-conducteurs par rapport à l'Occident et à Taïwan. Maintenant, cela nous amène à notre deuxième point. Comme vous le savez, l'économie chinoise est en difficulté, aggravée par la guerre tarifaire avec les États-Unis. Mais beaucoup de gens négligeant le fait que la Chine importe environ 140 milliards de dollars de marchandises des États-Unis. Et beaucoup de ces biens, beaucoup de ces produits sont des intrants dans les choses que les usines chinoises fabriquent. Par exemple, les semi-conducteurs que la Chine obtient des États-Unis sont utilisés dans les ordinateurs portables, haut-parleurs, téléphones, claviers et micros, que la Chine produit et vend à d'autres pays, pas seulement aux États-Unis. La Chine dépend des importations pour maintenir son économie à flot et garder ses usines en activité, celles qui n'ont pas encore fermé leurs portes. Et c'est une autre grande raison pour laquelle la Chine cède. Ils ne peuvent pas simplement laisser leur économie s'éteindre tout en annonçant au monde que l'économie croît à un taux de 5%. Après une analyse approfondie des données secondaires publiées par la Chine, il apparaît que celles-ci ne correspondent pas aux chiffres de croissance du produit intérieur brut de 5% annoncés par le Parti communiste chinois pour le premier trimestre. La Chine est-elle réellement vulnérable? Les données de février et mars montrent que le pays est dans une spirale déflationniste. Les indices des prix à la consommation et à la production ont été négatifs. 50 indices des prix à la consommation a baissé 2 mois de suite l'indice des prix à la production pendant 30 mois consécutifs. Cela est incompatible avec la croissance de 5,4% signalée pour le premier trimestre. De plus, les recettes fiscales du premier trimestre ont baissé de 3,5%. Comment conciliez-vous cela avec une croissance robuste? S'ils ne peuvent pas vendre, qu'est-ce que c'est 300 milliards de produits en Amérique? Où les vendent-ils? Ils veulent le vendre localement, mais cela serait encore plus déflationniste, non? Oui, enfin, ils ne peuvent pas le vendre chez eux parce qu'il n'y a tout simplement pas de demande sur le marché là-bas. Quand l'Inde a imposé récemment des tarifs douaniers de 12% sur l'acier, c'était contre la Chine, car ils refusent que leur marché soit inondé d'acier chinois qui aurait sinon été destiné aux États-Unis. Vous allez voir d'autres pays faire la même chose, ce qui signifie vraiment que la Chine va avoir des problèmes d'exportation parce que c'est là qu'ils ont cherché à se développer, mais ils ne peuvent pas le faire dans un monde comme celui que nous avons aujourd'hui. De plus, avec la démondialisation, c'est une très mauvaise nouvelle pour Pékin. C'est là que nous avons beaucoup à discuter. Vous voyez, la Chine avait beaucoup d'usines qui ne servaient que le marché intérieur en Chine. La consommation de la Chine, bien que relativement basse comparée à d'autres économies développées, représente environ 38%. Donc, 38% de leur produit intérieur brut est simplement des Chinois dépensant de l'argent pour différentes choses en Chine. Mais voyez-vous, lorsque toutes les usines qui envoyaient leurs produits aux États-Unis ont vu leurs commandes annulées par millions, qu'ont-elles fait? Ils ont orienté leur attention vers le marché intérieur. Cela signifie que toutes ces usines, qui ne servaient que les marchés intérieurs, doivent maintenant rivaliser avec ces énormes usines qui ont été construites uniquement pour envoyer leurs produits aux États-Unis. Cela signifie que toutes ces petites usines sont maintenant en train de faire faillite.
L'effet secondaire de cela est qu'un grand nombre de produits qui étaient déjà produits pour être envoyés aux États-Unis sont maintenant simplement stockés en Chine. Que font les propriétaires d'usines chinoises ? Ils vendent ces produits sur le marché chinois à un prix bien inférieur au prix rentable. C'est essentiellement ce que la Chine ferait dans les pays étrangers. Ils entreraient avec leur surcapacité, commenceraient à vendre le produit bien en dessous du prix du marché, afin de pouvoir évincer les autres propriétaires d'entreprises. Désormais, ils doivent procéder de même sur le marché intérieur. Les grandes usines qui exportaient leurs produits à l'étranger se retrouvent maintenant avec des millions de dollars de marchandises sur les bras. Ils tentent désormais de le décharger au plus vite pour récupérer de l'argent et rembourser leurs emprunts bancaires. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils organisent simplement une vente à la casse. Cela signifie que les usines et entreprises domestiques qui doivent encore réaliser un bénéfice ne peuvent pas rivaliser avec ceux qui vendent leurs produits à perte pour survivre. Cela a conduit à la fermeture de tant d'usines et à la mise en congé, au licenciement de leurs employés et travailleurs, parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec ce qui se passe en Chine. Je suppose que c'est pourquoi la Chine a convoqué hier une réunion de l'Organisation des Nations Unies. L'objectif de la réunion était que les ambassadeurs chinois se plaignent de la manière dont les tarifs américains brisent l'esprit du libre-échange sur lequel ce monde est construit. C'est assez ironique, et je sais que vous riez, mais je ne suis même pas encore arrivé à la chute. Alors que les ambassadeurs chinois se plaignaient du libre-échange dans le bâtiment de l'Organisation des Nations Unies, le Parti communiste chinois en Chine étouffait en réalité le libre-échange. Vous voyez, à cause des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, Apple en a eu assez. Ils viennent d'annoncer qu'ils vont déplacer toute leur production d'iPhone hors de Chine et vers l'Inde. Mais le Parti communiste chinois n'est pas très content de cela. Vous voyez, à cause des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, Apple en a eu assez. Ils viennent d'annoncer qu'ils vont déplacer toute leur production d'iPhone hors de Chine et vers l'Inde. Mais le Parti communiste chinois n'est pas très content de cela. Le Parti communiste chinois a techniquement interdit à Apple de quitter la Chine en réaction à l'annonce de l'entreprise. Tant pour le libre-échange. Cela se passait alors que les ambassadeurs du Parti communiste chinois se plaignaient dans le bâtiment de l'Organisation des Nations Unies que c'est les États-Unis qui enfreignent les principes du libre-échange. Plus tôt cette année, les autorités chinoises ont refusé de permettre à l'un des fournisseurs d'équipements chinois d'Apple d'exporter des machines vers l'Inde dont Apple avait besoin pour la production d'essais du prochain iPhone 17. Les fournisseurs ont créé une société écran en Asie du Sud-Est pour contourner les restrictions et acheter les machines. Une fois que l'équipement a atteint le pays d'Asie du Sud-Est, il a été envoyé à une usine en Inde exploitée par Foxconn. Dans de nombreux cas, les autorités chinoises retardent ou bloquent les envois d'équipements iPhone vers l'Inde sans explication. Foxconn a constaté que les délais d'approbation des autorités chinoises pour l'exportation d'équipements de fabrication d'iPhone de ces usines en Chine vers celles en Inde sont passés de 2 semaines à près de 4 mois. Ils rejettent également certaines demandes d'exportation sans explication. Même si le Parti communiste chinois ne veut peut-être pas s'expliquer, je pense que nous savons tous pourquoi ils agissent ainsi. Le Parti communiste chinois veut jouer dur, pour ne pas paraître faible devant les citoyens chinois. Mais en faisant cela, il fait littéralement du mal à son économie. C'était irréversible une fois que les usines déménagent. Elles ne reviennent pas. Mais parlons du fait que le Parti communiste chinois a autant de pouvoir sur Apple, l'une des principales marques ici aux États-Unis, qui à un moment valait plus de 3 billions de dollars, sur le marché boursier si je me souviens bien. Voulons-nous vraiment que l'une de nos entreprises les plus précieuses soit si dépendante d'un pays adversaire? Je pense que ce qui se passe actuellement aurait dû se produire beaucoup plus tôt. Parce que si nous allons un jour en guerre, la Chine aurait utilisé toutes ses installations de production d'entreprises comme levier. Le premier missile à voler sera tiré par un navire chinois sur un navire américain dans le détroit de Taïwan. Le premier missile sera Xi, qui appelle ses copains aux États-Unis et dit « Le gouvernement des États-Unis essaie de combattre cela. Je vais détruire votre économie, je le ferai. Je le ferai demain, je vais tous vous expulser. Je vais donner toutes vos dérogations spéciales. Nous allons voler toutes vos usines. Nous allons nationaliser vos employés. Puis, nous vendrons des iPhones à tous, vous rendant insignifiants. » Comme ça, c'est vraiment ce qu'il a dans son carquois, mon Dieu. C'est effrayant, c'est du lourd, n'est-ce pas? Ouais. Et le pire, c'est que pour ne pas être une caricature, personne n'en parle. Genre, quand est-ce la dernière fois que vous avez entendu cela, vous savez, ce dégoût à l'œil ouvert? Genre, et c'est évidemment vrai. Genre, quelqu'un conteste-t-il que Xi peut simplement détruire Apple?
Il est largement admis que Xi a le pouvoir, d'un simple coup de stylo, de détruire des millions d'emplois américains et des trillions, voire des dizaines de trillions de dollars en capitalisation boursière, pratiquement du jour au lendemain. Je ne sais pas. Je me sens peut-être comme les gens se sentaient un peu pendant la guerre froide, juste sous la pression de « Oh mon Dieu, les bombes nucléaires pourraient être lancées à tout moment ». Même si les grandes entreprises de médias ne voulaient pas parler de cela, nous en parlons depuis des années. Et nous continuerons à en parler tant que ce problème persiste. Tout cela grâce à votre soutien à tous. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous si ce n'est pas déjà fait. Mais la mauvaise nouvelle pour la Chine n'est pas seulement que nous continuerons à dévoiler leurs plans. La mauvaise nouvelle est que d'autres pays se rendent compte que la Chine n'était vraiment pas pour le libre-échange. Ce que la Chine veut vraiment, c'est le mercantilisme. La Chine veut essentiellement que tous les autres pays ouvrent leur marché aux produits chinois. Mais le Parti communiste chinois ne veut pas offrir la même chose en retour aux entreprises étrangères. Mais maintenant, tout le monde s'en rend compte, et ils reviennent pour équilibrer les choses. Ce n'est pas seulement les États-Unis. La Corée du Sud impose des tarifs sur les entreprises chinoises. La Corée du Sud impose des droits anti-dumping temporaires sur les plaques moyennes et lourdes chinoises. Le ministère de l'économie et des finances de la Corée du Sud a imposé temporairement 27,9% à 38% sur les plaques d'acier au carbone ou alliées d'origine chinoise. Ces mesures provisoires resteront en vigueur pendant 4 mois, jusqu'au 23 août 2025. Maintenant, cela peut avoir quelque chose à voir avec les États-Unis, car le président Trump et ses ministres ont déclaré que nous sommes très proches d'un accord commercial avec la Corée du Sud. En fait, il pourrait être l'un des premiers pays à annoncer un accord commercial finalisé. Et comme nous l'avons couvert plus tôt sur cette chaîne, l'une des conditions importantes que l'administration Trump impose à d'autres pays pour un accord commercial est qu'ils ne peuvent pas aider la Chine à contourner nos tarifs. La Chine rejoue le même scénario qu'en 2018 tentant de le reproduire. Si vous vous souvenez, la guerre tarifaire lors du premier mandat de Trump a commencé en 2018. Mais n'a été finalisé qu'à la fin de son mandat, parce que la Chine a simplement prolongé les négociations. Ils espéraient qu'un futur président serait plus clément envers la Chine, mais malheureusement pour le Parti communiste chinois, le président Biden n'a pas annulé les tarifs que Trump avait imposés. En fait, il a redoublé d'efforts, en ciblant l'industrie des puces d'intelligence artificielle de la Chine et son industrie des semi-conducteurs. Et maintenant, Trump est de retour. Et ce qu'il fait, je n'appellerais même pas ça redoubler d'efforts. Je pense que ce qu'il fait, c'est 200 fois plus. Cela signifie qu'il met vraiment une pression maximale sur la Chine et qu'il essaie également d'amener d'autres pays à nous rejoindre pour équilibrer les règles du jeu. Nous pouvons en quelque sorte voir cela se produire en temps réel à partir des actions des pays qui négocient ces accords commerciaux en coulisses. Comme je viens de le couvrir, la Corée du Sud a annoncé des tarifs sur l'acier chinois. Et en plus de cela, ils ont commencé à saisir des produits chinois en Corée du Sud qui sont juste là pour être réétiquetés. En gros, ces produits arrivent dans les entrepôts en Corée du Sud. Aucune valeur n'est ajoutée à ces produits. Cela signifie que rien n'est fait en termes de production. Ils sont seulement là pour que leur étiquette puisse être changée. Donc en gros, cela passera d'un produit fabriqué en Chine à un produit fabriqué en Corée. Et la seule chose qui change est l'étiquette. Rien n'est fait au produit. C'est hautement illégal, et ce n'est certainement pas du libre-échange, comme la Chine aime le prétendre. Eh bien, la Corée du Sud sévit contre cela, comme vous pouvez le voir dans ce rapport. Les douanes coréennes ont saisi un entrepôt à Busan. L'entrepôt est plein de matelas, tous fabriqués en Chine. Ce n'est pas quelque chose que nous avons fabriqué, c'est importé. Cette société, gérée par des hommes d'affaires chinois pour contourner les droits anti-dumping de Trump, a été surprise en train d'exporter vers les États-Unis sous couvert de produits locaux. Plus d'1 200 000 de ces matelas, valant 74 milliards, sont exportés ainsi. En Corée du Sud, des documents, dont des certificats d'origine, sont aussi falsifiés. Ils ont trompé les gens en faisant passer leurs produits pour coréens. Des Chinois ont créé des sociétés locales pour éviter les taxes. Il y a eu aussi des cas où la Chine exportait des batteries secondaires et des matières premières vers les États-Unis. C'est ainsi que les produits chinois sont déguisés en produits locaux. Le montant de ces produits exportés vers les États-Unis atteint 14,6 milliards de won en mars, soit plus que le montant total de l'année 2024. D'autre part, il y avait des Coréens qui importaient pour 5,6 milliards de won de puces haut de gamme des États-Unis, puis les déguisaient en produits bas de gamme à 1% du prix réel. Ils ont été pris à Hong Kong lors de l'exportation de ces puces.
Le service des douanes coréen applique des tarifs douaniers différenciés par pays pour empêcher le contournement des réglementations commerciales par les exportateurs. La Corée crée une équipe spéciale pour mener une vaste opération de répression. Et ce n'est pas seulement la Corée du Sud. Comme nous l'avons couvert hier, nous avons déjà un mémorandum d'entente signé avec l'Inde lorsque le vice-président Vance a visité le pays, et nous avons également le Brésil qui entre en action. Le Brésil essaye de profiter de cette chute de la Chine. Foxconn a commencé à assembler des iPhone 16e au Brésil, car son taux de tarif de 10% en provenance des États-Unis reste parmi les plus bas. Apple envisagerait d'augmenter sa capacité au Brésil et en Inde en raison des tarifs américains. Je pense que c'est la bonne stratégie, et nous devrions inciter les entreprises américaines qui font cela et punir les pays qui ne le font pas. En gros, nous devrions avoir une sorte de tarif qui est construit de manière à ne pas devenir trop dépendant d'un seul pays. Maintenant, j'aime l'Inde, j'aime le Brésil, j'aime le Mexique, mais nous ne voulons pas que la même situation se reproduise où ces pays deviennent le principal centre de fabrication pour les produits des États-Unis. Ils s'enrichissent en vendant aux consommateurs américains. À l'avenir, ils deviennent un adversaire. Nous voulons vraiment diversifier notre chaîne d'approvisionnement. Cela signifie que plutôt que ces grandes entreprises délocalisent simplement leurs usines de Chine en Inde ou au Mexique, elles devraient diversifier leurs sites de production dans de nombreux pays, notamment au Vietnam, au Cambodge, en Inde et en Amérique latine. Évidemment, cela ne sera pas facile à réaliser car, au final, les entreprises cherchent à maximiser leurs profits. Et une façon de le faire est de réduire les coûts. Si vous avez toute votre production en un seul endroit, vous pouvez vraiment réduire beaucoup les coûts. Et cela signifie que les entreprises ne voudraient pas vraiment se diversifier dans de nombreux pays différents, à moins qu'elles ne soient obligées de le faire. Il y a des gens bien plus intelligents que moi dans l'administration qui devraient réfléchir à cela, et j'espère qu'ils le font. Mais une idée que j'ai lue, et peut-être que nous pourrions avoir une sorte de tarif sur chaque pays qui n'entre en vigueur que si nous importons au-dessus d'un certain montant. Estimons cela à 100 milliards de dollars. Ainsi, les grandes entreprises sont contraintes de diversifier leur production dans différents pays, afin qu'ils puissent éviter ce tarif, qui n'entre en vigueur que s'ils importent tous leurs produits d'un seul pays. Nous espérons que nous réfléchissons à quelque chose à ce sujet, car c'est le moment parfait. Comme l'a annoncé hier le secrétaire au Trésor, il y a plus de 100 pays qui l'ont contacté pour des négociations commerciales. Plus de 100 pays nous ont approchés sur le commerce. L'Amérique d'abord ne veut pas dire l'Amérique seule. Je veux faire une pause pour expliquer, car beaucoup ont fait la blague que toute la fabrication bon marché viendra en Amérique, et que les Américains fabriqueront ces produits. En réalité, ce n'est pas le but. Nous voulons que la fabrication de haute valeur revienne en Amérique. Ainsi, les Américains ont des emplois de haute valeur et à haut revenu, tandis que la fabrication de faible valeur peut être délocalisée dans de nombreux pays. Cela pourrait être l'Inde, le Vietnam, le Cambodge, beaucoup de pays asiatiques. Et puis nous avons aussi beaucoup de pays d'Amérique latine qui veulent certainement plus de fabrication dans leur nation. Donc de nombreux pays sont prêts à le faire. L'objectif de la guerre tarifaire est d'éviter une dépendance excessive envers la Chine, qui pourrait effacer des milliards de dollars de capitalisation boursière aux États-Unis, en interdisant simplement les usines américaines. Le modèle économique chinois actuel est insoutenable, nuisant à la Chine et au monde entier, comme le souligne le rapport. La Chine ne peut pas continuer à dépendre seulement des États-Unis pour la demande. Et la deuxième partie est que les États-Unis ne peuvent pas continuer à dépendre d'autres pays pour les importations, car sur un horizon suffisamment long, c'est définitivement problématique. L'argent représente littéralement les choses que nous pouvons acheter, c'est son utilité première. Disons que vous n'avez pas d'argent, mais que vous avez un génie magique qui vous donne tout ce que vous voulez. Ne seriez-vous pas la personne la plus riche du monde, même si vous n'avez pas d'argent maintenant? Bien sûr, je comprends l'autre côté de l'argument que nous exportons beaucoup de services. Et c'est certainement une bonne chose, mais nous ne pouvons pas devenir une nation qui exporte juste des services. Nous avons besoin de récupérer une certaine fabrication. Nous disions cela quand Biden était au pouvoir, et nous le disons maintenant que Trump est au pouvoir. Ce n'est pas une déclaration politique. C'est vraiment une déclaration de sécurité nationale. Et c'est pourquoi dans ce prochain clip, nous avons Warren Buffett expliquant pourquoi chaque nation doit produire des biens. Il est le plus grand investisseur de tous les temps, et en plus de cela, il aime vraiment ce pays. Et il tire la sonnette d'alarme sur le déficit commercial depuis 2003. En 2003, j'ai écrit un article pour Fortune sur le déficit commercial. Je m'inquiétais de sa trop grande augmentation à l'époque parce que, encore une fois, il atteignait environ 3% du produit intérieur brut. Ce n'était pas spécifique à la Chine du tout, mais c'était simplement une question de savoir
combien il est sage de laisser le déficit commercial augmenter de plus en plus, parce que lorsque vous enregistrez un déficit, lorsque vous achetez en effet plus à d'autres pays qu'ils n'achètent de vous, vous leur donnez des fonds d'investissement. C'est dans la nature, vous leur donnez des petits bouts de papier et ils peuvent les convertir en achats, en achetant des obligations gouvernementales. Ils peuvent acheter des bâtiments ici et les Japonais ont acheté Pebble Beach dans les années 80 quand ils avaient un gros excédent. Je veux dire, vous renoncez essentiellement à des chèques de réclamation sur notre pays en échange d'une consommation plus importante maintenant que ce que vous produisez dans ce pays. Et donc, je pense qu'il y a des niveaux de déficit commercial qui me dérangent. J'avais un système qui ne le rendait pas spécifique à un pays. Mais je pense que le monde s'est amélioré de plus en plus et il ne fait aucun doute que les pays peuvent essayer de profiter de ceci ou cela. Et nous avons également été coupables de cela parfois dans le passé. Je ne pense pas que les dirigeants d'autres pays, que ce soit la Chine ou une centaine d'autres pays, ne sont pas assez intelligents pour réaliser qu'il est dans leur intérêt de continuer à promouvoir le commerce. Plus nous échangeons avec le temps, et nous ne voulons pas que ce soit une question où nous importons 20% de notre produit intérieur brut et nous n'exportons rien. Nous pourrions tous arrêter de travailler et donner des bouts de papier au monde. En échange, ils continueraient à nous envoyer de la nourriture, des voitures et toutes sortes de choses. Finalement, ils revendiquent toute notre richesse. Donc, nous voulons avoir des politiques où le déficit commercial global ne devient pas incontrôlable par rapport au produit intérieur brut. Je défends cette position depuis très longtemps.